Salut. Bonne nuit ce soir. Ce matin, je viens de me réveiller. Il doit être 8h du mat, j'ai dû dormir 10 heures. Enfin, j'ai bien récupéré de la nuit dernière, quoi. C'est dingue de se dire qu'on dort mieux en tente qu'en dortoir. Bon, il y a un petit peu d'humidité parce qu'on est à côté du Tarn, c'est normal. Je m'y attendais. Il y a un petit peu de condensation dans la tente, moi ça sert à rien de toute façon. Tout à l'heure, lorsque j'arriverai pas très loin de mon point d'arrivée, je suis en haut sur les collines. Je l'ouvrirai avec le vent et un peu de soleil normalement. En une demi-heure, c'est réglé comme problème. Bon. C'est la phase que j'aime pas, faut replier tout, faut ranger, c'est chiant. Et après, petit déj. Il me faudrait quelqu'un pour replier le truc à ma place. Je lui donnerais des ordres. Je lui dis non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. C'est bien de rêver. Allez, on se motive et on y va. Aujourd'hui, la météo a changé. Aujourd'hui, c'est brouillard. C'est vraiment super joli. Un autre aspect de la Lozère. Du brouillard. 15 degrés, même pas. Ce matin, je faisais de la buée en me levant. Et on a un joli petit pont. Super mignon. Désolé, je mange. J'ai la fâcheuse tendance à pas vouloir déjeuner le matin. Parce que j'ai pas envie. Donc je bois un coup et puis je plie mes affaires et je me taille. Ça me laisse vraiment un poids sur l'estomac, sauf quand on trouve des filles sur le chemin. Elles sont super bonnes. Elles sont tellement bonnes, elles sont sucrées. Accueillies sur l'arbre quoi en fait, donc elles n'ont pas été ramassées avant maturité pour finir dans des chambres de maturation éthylène ou je sais pas quelle connerie. Elles sont délicieuses. Ça séché, ça doit être une tuerie. Et le camping, il avait j'avais jamais vu ça ailleurs. Enfin, dans aucun autre camping. Pour faire de l'ombre sur les emplacements au lieu de mettre des arbres. Il a mis des treillages. Il y a des vignes qui poussent. Il y en a partout. Des trucs qui sont... les cèpes de vigne sont à peu près aussi gros que mon mollet. Je sais pas depuis combien de temps ils sont là. Mais il y a du raisin blanc, il y a du raisin noir. Il y a une espèce de raisin rose. Je les ai tous goûtés. Ils sont musqués, c'est musqué, c'est bon. En plus, c'est la saison. Et ce qui est rigolo, c'est que personne ne les mange. Il y a des grappes qui font plusieurs kilos. Des machins qui sont... ouais, honnêtement, elles doivent faire 30 à 40 cm de long, les grappes, quoi. Personne ne les touche. C'est un truc qui m'a toujours impressionné, ça, de voir qu'il y a de la bouffe à disposition, il y a juste à tendre le bras, et les gens préfèrent aller chercher ça, et trouvent ça plus sexy d'acheter des grappes de raisin qui viennent d'Espagne ou d'Italie, dans des cagettes, qui ont été tripotées par je sais pas combien de noms, sous des néons. Et ils te regardent bizarrement quand tu me dis, mais en fait, là-dessus, il n'y a pas eu 1 gramme de pesticides, il n'y a pas eu d'irrigation, c'est complètement naturel. Et elles ont le goût du vrai, quoi. Elles sont pas acides. Il y a une légère acidité, mais qui se mélange très bien avec le sucre, avec les arômes. Enfin, il y a un super équilibre de tout ça. C'est comme la figue que je mange, comme les pêches que j'ai mangées hier et les noix. Ça demande que ça, quoi, en fait. Surtout qu'en faisant ça, en fait, tu parles d'une certaine façon. La nature fait ça exprès. Si elle fait des trucs bons, pour que tu les manges. Parce qu'il y a quoi à l'intérieur des fruits? Des graines. Les graines, tu les disperses normalement. Alors à part quand tu fais caca dans les toilettes et que tu tires la chasse d'eau. Mais et les trucs en permaculture, la technique la plus simple, il faut être très patient pour avoir une haie, c'est tendre un fil. Vous tendez un fil, vous attendez 15 ans, les oiseaux vont se poser sur le fil, et ils vont faire caca, et les petites graines, plouf, les graines de mûre, les graines
ce que vous voulez, d'aubépine, de prunelier, d'églantier, hop, ça se met en place, ça germe parce qu'en plus vu qu'il y a le caca des oiseaux, bah, ça fait de l'engrais. Et puis ça commence à faire une flore pionnière. Puis après, bah, y a d'autres trucs qui vont se mettre parce que c'est protégé, donc des arbres plus gros, des buis, ce que vous voulez. Il faut être très patient. Très très patient. Sinon tu fais comme moi, tu accélères le mouvement, tu mets directement des noyaux en terre ou t'achètes carrément quelques arbres que tu mets. Et là en fait, bah, hier j'étais un peu plus loin, juste de l'autre côté. Voilà. Alors, je suis content, je me suis trempé dans le Tarn. Il est un peu frais, normal. Par contre pas super propre. Je pense que les grosses pluies qu'il y a dû y avoir il y a quelques jours, ça a un peu tourné. Puis il y a des courants, donc c'est normal que la vase à cet endroit-là, elle soit, que l'eau soit trouble, quoi. Bon. Ah bah c'est là, j'étais là. Ça c'était le petit cours d'eau qui était juste en face là-haut. C'est bien une espèce de plongeoir naturel. J'ai pas eu le courage d'y aller, j'ai pas envie de faire un plongeon et de finir paraplégique. Enfin non, tétraplégique du coup. Bon, je vais vous laisser, ça commence à monter. Je vous raconterai des bêtises plus tard. Bon courage à vous pour votre journée. Salut. Ah bah voilà. Je suis chez moi. La tanière de l'ours. En fait, c'est une oursière. Personne ne vous le dit, mais c'est comme ça que ça s'appelle. On appelle ça une tanière, mais pas du tout. Bah oui, un endroit où dort un ours, c'est une oursière. Point. Le français, c'est pragmatique comme langue. Bon, en fait, l'oursière, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste un cours d'eau. C'est un petit torrent qui descend de la montagne. Alors, ça a peut-être l'air plat, mais je vous jure, ça l'est pas du tout. Regardez. Voilà. Hop. Voilà, et depuis 1h30, c'est ça? Là, j'ai dû monter 4 ou 500 mètres depuis ce matin que je suis parti à, je sais pas, 8h30, il doit être 10h là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas déjeuné. Là, je dois juste avoir de l'eau et une figue dans l'estomac. Donc, c'est quand même pas baiser niveau énergétique. C'est juste pour vous prouver et puis pour vérifier, parce que j'aime bien vérifier que mon corps fonctionne bien, qu'on peut faire des efforts intenses. Parce qu'en plus j'ai le sac de 15 kg, hein. Je fais pas juste que monter comme ça en sandales quoi. L'estomac vide, j'ai pas mangé depuis hier soir. Ah, je suis toujours vivant. L'hypoglycémie c'est valable que chez les diabétiques. Ou éventuellement chez les femmes enceintes dans certains cas. Mais chez n'importe qui est pas diabétique, à part faire un effort extrêmement intense sur un très très court laps de temps, où là vous allez faire s'effondrer votre taux de glycémie. Bon après je vous déconseille de faire un marathon d'estomac vide, qu'on soit d'accord. Mais là, je prends le pari que je peux aller de mon point de départ à mon point d'arrivée sans manger, donc 15 km, 800 mètres de montée, sans rien dans l'estomac à part de la flotte. Parce qu'en fait, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, notre organisme et notre génétique, on l'hérite pas d'hier soir, quoi. Nos ancêtres, ils ont dû développer des mécanismes d'adaptation où ils vivaient dans un environnement où ils n'avaient pas forcément de toit au-dessus de la tête, ils ne pouvaient pas bouffer tout le temps, ils devaient faire des efforts, ils n'avaient pas forcément à manger constamment ou à heure fixe comme on l'a aujourd'hui. Et en fait, c'est ce confort-là qui rend aveugle. Trop de confort dessus. Ça rend mou le corps, ça rend mou l'esprit. Ah, voilà, croyez pas si je vous dis que j'ai fait 500 mètres de montée, je suis au-dessus des nuages. De toute façon, vous avez juste à écouter ma respiration pour comprendre que je suis essoufflé. Mais je suis pas encore à bout, j'arrive à parler. Donc ça va. Et en plus, je suis asthmatique. Donc c'est vous dire. Si vous n'êtes pas asthmatique et que vous êtes sportif, vous en avez de l'herbe sous le pied, vous pouvez y aller.
votre corps avant de lâcher, et je vous garantis que vous pouvez lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Après, je suis pas en train de dire que le physique, le corps, c'est de la merde. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est le mental et le physique. C'est comme deux chevaux qui tirent un trait, quoi. Enfin, qui tirent un trait, comme des chevaux de trait, quoi, comme une calèche. Faut que les deux tirent à la même vitesse, sinon vous tournez en rond. Vous n'allez pas... Merde, c'est pas là. Et voilà. Je m'écoute trop parler, je fais des conneries. Bon, c'est cool, en même temps, la montée, elle est plus sympa de ce côté-là. Et ouais, faut pas négliger le corps, attention. Moi, j'en prends soin de mon corps. C'est juste que parfois, c'est bien de lui mettre des petits coups de pression, quoi, pour qu'il se remette à jour, qu'il se resynchronise. Un corps, c'est fait pour être utilisé. C'est pas fait pour... D'ailleurs, c'est pas une bagnole d'exposition. Parce que vous êtes content, vous avez une bagnole d'exposition, vous roulez jamais avec, elle brille, elle est dans votre garage, super, mais ça sert à rien, quoi. Et étant donné que je me suis incarné sur Terre dans un corps physique, ne pas utiliser ton corps, c'est refuser l'expérience. C'est une perte de temps. Tu fais ça, tu ronges ton frein à longueur de temps. C'est pas une bonne idée. Ton corps, c'est un véhicule, il faut l'entretenir, on est d'accord, mais il faut l'utiliser aussi. Je fais pas partie de ces gens qui ont envie de mourir sans cicatrice, quoi. Comme le dirait, c'est quoi, Tyler Durden, le personnage, l'espèce de chien fou, joué par... non, c'est pas Tom Cruise, c'est l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle dans Fight Club. Et j'aime bien cette idée. Ne pas mourir sans cicatrice. Ne pas mourir sans avoir... je sais pas, ça me fait un peu penser comme la crédentiale qu'il y avait sur Compostelle. À chaque étape, t'as un tampon. Bah là, c'est pareil. Les cicatrices, c'est quasiment des diplômes, en fait. En plus, parfois, ça plaît aussi. Hein. C'est cool. Bah oui, mais c'est marque d'expérience aussi. Quand t'as des cicatrices, c'est que ça fait des trucs. Tu peux pas avoir de cicatrices quand tu passes ton temps dans un environnement de coton, de watts, où tous les angles sont arrondis, où on t'empêche de prendre des risques, où tout est fait pour surtout pas te mettre en danger parce que ce serait trop dur, quoi. Et non, il faut se mettre un petit peu en danger, en difficulté de temps en temps. Faut prendre des risques. Voilà. Bah là aujourd'hui je prends un risque. Mange pas. Volontairement. Je m'impose ça pour voir comment mon corps va réagir. Bon, j'en suis pas à mon premier coup d'essai, vous vous en doutez bien. Ça m'est arrivé de pas manger pendant 48 heures. Juste pour voir. Ou alors simplement parce que je travaille la nuit. Et qu'il y a des moments, bah, on est un peu paumé au niveau des... comment dire... des horaires. On a une perception du temps qui est différente de la vôtre si vous travaillez de jour. Mais 90% des gens travaillent de jour. Vous avez votre rythme du lundi au vendredi, des week-ends, une fois par semaine, les vacances, en été. Moi et mes collègues, on n'a pas ça. Encore eux, ils sont encore synchronisés avec cette vie-là parce que bah, ils ont des conjoints, ils ont des enfants, donc il y a les vacances scolaires, tout ça qui les synchronise. Et je vous garantis que quand vous êtes dans mon cas, vous prenez naturellement et par essence votre distance avec beaucoup de conceptions habituellement acceptées dans la société. Faut dormir la nuit, faut vivre le jour, les week-ends, c'est repos, apéro, copains, ciné, sorties. Non, moi les week-ends je les bosse. Et je suis en week-end quand vous bossez. Du coup, bah forcément les échanges sociaux sont un peu plus difficiles. Et c'est pas grave. Parce que derrière ça, ça laisse du temps libre pour faire des trucs pour soi. Pour s'explorer soi-même, son intériorité. Se confronter à des choses auxquelles la plupart des gens se confrontent pas.
notamment la solitude. Et ça m'arrive de temps en temps de me dire, de m'entendre dire, mais c'est pas dur d'être seul. Si, bien sûr que si, c'est pas facile, c'est pas marrant. Mais au final, même quand t'es seul, t'es pas seul, t'es isolé, t'es pas seul. Parce que quand t'es avec toi-même, s'il y a bien un moment où tu peux pas être seul, c'est quand t'es tout seul. Parce que tu t'es en face de toi comme un propre miroir, parfois déformant, mais un miroir quand même. Et ça permet d'explorer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des moments qui sont parfois pas rigolos du tout. Parce que tu vois des trucs qui te plaisent pas à l'intérieur de toi. Dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir, dans ta façon de parler. Tu te prends des tartes, mais faut pas détourner le regard. Ça sert à rien. Je sais que moi ça m'est arrivé personnellement de fuir certaines solutions. Parce que trop douloureuse à accepter, trop difficile. Et puis au final, quand un jour, tu sais pas pourquoi, c'est pas foutu comme les autres, tu décides de... Ah et puis merde, je vais pas faire comme d'habitude en fait. Et tu te rends compte que ce qui est surtout important, c'est aussi l'attitude que tu as envers les choses, ta perception du monde, comment tu te places par rapport à tout ça. C'est-à-dire, ok, au final j'ai fait des trucs jusqu'à maintenant, c'était pas moi, c'était des calques, des choses qui sont mises dans ta tête par d'autres, dont tu fais, c'est même pas, ils font même pas exprès, et toi tu fais pas exprès non plus de les accepter, c'est des trucs que tu acceptes comme ça, et on fonctionne tous comme ça. Et au final, je pense aussi que l'expérience humaine c'est de se peler de tout ça comme un oignon, pour arriver au germe de ce que toi tu es. Et d'ailleurs, le terme pèlerin, quand tu es sur Compostelle, c'est parce que tu te pèles. Pas tu te pèles le cul, hein. Tu pèles ton âme. Tu l'enlèves couche par couche, comme un petit oignon, pour découvrir au final ce que tu es vraiment, en dehors de ton cadre professionnel, de ton cadre amical, de ton cadre familial, de tout ce qui habituellement résume une personne. Et ben là, ça tu l'as plus. T'as plus que toi. Ton sac à dos, tes pieds pour marcher. Et puis tu rencontres des gens qui parlent pas la même langue que toi, ou parfois aucune langue commune, et ils te prennent comme ils sont, enfin ils te prennent comme toi tu es, pardon, et toi tu les prends comme ils sont, et ils agissent comme un miroir, et un miroir qui pour le coup est pas nécessairement déformant, parce qu'ils te connaissent pas, ces gens-là te connaissent pas, et ils acceptent des différences comme tu acceptes les leurs. Il y a des discussions à bâton rompu qui sont assez sympas parce qu'il n'y a aucune pression comme j'ai déjà expliqué. Et ça fait du bien quoi. Et ça là je le rencontre ici. C'est pas comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, c'est d'où tu viens, où tu vas. Bon. C'est sympa de discuter comme ça mais moi ça m'essouffle un peu. Donc je vais quand même continuer à monter. Et quand j'aurai un truc intéressant à vous dire, et je rallume alors le téléphone. Allez, passez une bonne journée. Amusez-vous bien. Ah voilà, tiens, j'ai envie de m'arrêter. Voilà, synchronicité. Hop. Allez, zou. Ciao, Bella. Il y a tellement peu d'humains que le seul truc que j'entends, c'est le vent dans mes oreilles, quoi. Qu'est-ce que c'est joli. Ah là là. Tu m'étonnes que quand ils arrivent dans des lieux urbanisés, style Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, ils pètent des câbles. Trop de gens, trop de bruit, trop d'agitation, pour pas grand chose. Ah, ici on est bien. Ah ouais. Bon, moi je vais repartir sur cette petite route là. Et on verra bien ce qui se passe derrière le petit mamelon. Là où il est rigolo ce truc là. Allez, en avant. Vous voyez le mouton noir? Ah voilà. Les moutons blancs
de Lozère sont pas racistes. Il est tout seul au milieu, personne qui le fait chier. Comme quoi on peut être un mouton noir et être accepté. Hein. La preuve, en vidéo. Ah. Parfois peut-être que les moutons sont moins cons que les humains, j'en sais rien. Ou peut-être que les moutons noirs font moins chier aussi, je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais ça me fait rire de voir les exemples de la nature et de les transposer sur la société humaine. Ils broutent, ils sont là, ils sont tous peinards. Ils profitent du paysage, ils profitent de l'herbe grasse pour nous faire des bons petits fromages. Comment vous voulez qu'ils soient pas bons les fromages ici? Ah là là. Qu'est-ce que c'est cool. Est-ce que vous avez déjà demandé à quoi ça ressemble un genévrier? Les grains de genièvre, on fait du génépi, ou la choucroute. Et bah, ça ressemble à ça. Voilà. Les petites baies là. Alors, faut prendre les bleus. Hein. Enfin, les bleus violettes qui ressemblent un peu à des myrtilles. Ça n'a pas du tout le goût de myrtille, mais c'est bon. Enfin, frais, franchement, c'est bon. Ça se mange bien, et en rando, c'est cool parce que si t'as pas de pute, brosser les dents, bah. Le genièvre, c'est pas mauvais. Enfin, en tout cas, ça se mange et t'as pas envie de le cracher. Ça donne une bonne haleine. Voilà, un petit coin botanique. Ça me fait marrer. Et souvent, quand il y a des genévriers, c'est que bon, ils sont là parce que, bien entendu, c'est leur écotype et que le sol leur convient, le climat leur convient, tout ça. Mais c'est souvent la marque de l'agro-pastoralisme et surtout de la présence de moutons. Et en fait, là, le genévrier, 100-200 mètres avant, il y avait le plan où il y avait le troupeau de moutons avec le mouton noir. Bah, on ne trouve pas des genévriers là où il y a des vaches, on trouve des genévriers là où il y a des moutons, parce que les moutons, ils broutent le genévrier. Ils broutent. Enfin, ils mangent aussi les baies de genièvre. Il va... Comme je disais ce matin, les animaux disséminent les graines quand ils font caca. Et même chez moi, alors que il n'y a plus de moutons, sur les sols un peu acides comme ça, quand on arrive dans les zones qu'il faut, on retrouve des genévriers, alors que ça fait 60 ans qu'il n'y a plus de moutons dans le coin, quoi. Donc ils laissent des traces, ouais, nos anciens laissent des traces. Pour ceux qui savent les lire, évidemment. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui font plus la différence entre un chêne, un acacia, un châtaignier ou un saule. Ce qui est quand même dommage parce que bon, ils ont tous leurs spécificités et qu'au final, ça se reconnaît en un coup d'œil. Ne serait-ce que à la silhouette de l'arbre. Typiquement, il y a des arbres, vous les reconnaissez, mais à 200 mètres. Les tilleuls, c'est typique. Tilleul, c'est typique, ça a une forme de cœur. Quand ils sont tout seuls, en plein milieu d'un pré, vous pouvez pas les rater. Ils ont une forme de cœur. Ouais, enfin de cœur inversé, quoi, comme les cœurs qu'il y a sur les cartes à jouer. Il y en a plein, et moi qui ai l'habitude de m'amuser à reconnaître les arbres de loin, oui, simplement au port qu'a ton arbre, tu sais ce que c'est. À la vague forme des feuilles, si tu croises ça avec l'endroit où tu es, et la probabilité de tel ou tel type de sol, tu sais ce qu'il y a. Et normalement, quand tu as un type ou deux, trois types d'arbres, tu sais quel sol tu as, tu sais quelle autre plante tu vas avoir avec. Et des plantes indicatrices, quoi. Des plantes bio-indicatrices aussi. Mais ça, je m'y connais, moi. Ah, ça fait du bien pour une fois, ça descend. Ah, c'est cool. Ça fait du bien. Je sais pas combien de fois j'en ai vu de ces trucs-là, hein, depuis que je marche, depuis que j'ai commencé à faire des randos à la fin de mon adolescence. J'ai dû en voir des milliers de ces trucs-là. Je pense que je vais développer un truc pavlovien, quoi. Gère.
Alors, je viens de voir un truc que j'avais pas vu depuis une bonne dizaine d'années. Des ruchetrons. La dernière fois que j'en ai vu, c'était à côté des Vences, il y a peut-être 15 ans, en Ardèche. Ça s'appelle des brusques. En fait, c'est des troncs de châtaigniers qui sont évidés à la gouge. Et à l'intérieur, on place les essaims. Il y a un croisillon en bois qu'on met à l'intérieur pour que les abeilles fixent leurs rayons. Je ne vais pas les ouvrir, je ne sais pas si elles sont peuplées ou pas. Mais je vois pas d'activité, donc il ne doit pas y avoir grand monde dedans. Donc on les évide. Celle-là, elle a l'air un peu plus récente que les autres, parce qu'il y a l'impression qu'elle est faite avec des planches de bois, mais c'est le principe, c'est le même. De toute façon, une ruche, c'est une caisse vide avec des abeilles à l'intérieur. Enfin, c'est-à-dire, technologiquement, c'est pas ouf. Donc il y a un croisillon, et après, il y a une planche de bois, ou 2 planches de bois dessus. Et on couvre avec des lauses, avec des morceaux d'ardoise. Et quand on a besoin de récolter, on enlève les lauses, on enlève les planches de bois qui tiennent les rayons de cire, et ils ont un couteau un peu spécial qui ressemble à une sorte d'équerre. Enfin, c'est un couteau en forme d'équerre, quoi, pour couper à plat. Ils le rentrent dedans, quick, ils coupent le morceau de rayon, et comme ça, il y a le rayon de miel qui vient directement avec le miel. Et puis, bien entendu, ils ont enfumé les abeilles pour qu'elles partent. Et du coup, ils le mangent comme ça. Souvent, ils le pressent. C'est du miel qui est pressé pour en extraire le miel. Et la cire, ils la font fondre dans l'eau pour la purifier. Et puis ensuite, ils l'utilisent pour faire de la cire, comme cire, quoi, pour faire des bougies, pour faire des toiles cirées. Tout simplement, pour étanchéifier des toiles de coton, vous passez la cire dessus. Puis après, vous passez de la chaleur, un fer à repasser, n'importe quoi, et ça fait pénétrer la cire dans les fibres. Et comme ça, vous avez imperméabilisé votre toile, et si vous avez besoin de la rafraîchir un peu, vous lui repassez un coup de fer dessus, ça refait fondre la cire, et c'est reparti pour un tour. Et ça, c'est des vestiges, ces trucs-là. Il n'y a quasiment plus personne qui fait de l'apiculture comme ça aujourd'hui. C'était peut-être pas une apiculture hyper rentable, mais ça a de la gueule quand même. Une espèce de gros champignons comme ça, c'est stylé. Bon, là on va arriver aux combettes. La petite combe, le petit fond de vallée, avec un petit ruisseau qui est juste à côté, qui est super mignon. Donc j'ai pas pu accéder parce qu'il y a des clôtures. Donc je vais m'y arrêter. Je vais boire un coup. Et après je repartirai, je vais encore avoir 4 ou 5 km à faire avant d'arriver. Il doit être midi là, on est bientôt arrivé, quoi. Il y a une fontaine, super. Très bien. Aujourd'hui, j'ai plus d'eau. J'ai peut-être pas beaucoup mangé, mais j'ai soif. Là j'ai de l'eau, mais elle n'est pas potable. Comment je fais? Le filtre. Tu mets le petit bitonnier dans l'eau, tu pompes, ça passe à travers un filtre. T'as plus qu'à mettre dans ta bouteille. Comme si tu trayais une vache, quoi. Hop, ça sort. Faut pas être pressé, mais ça fonctionne. Encore et toujours la Lozère. Sauf que là, maintenant, on arrive dans une zone bien particulière. On a des menhirs. On en a un là. On en a un au fond là-haut, là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et il y en a encore 2 autres au fond. En fait, c'est une des zones les plus denses ici, en menhir, en dolmen, en tumulus. Je crois que c'est la 2e, excusez-moi. La 2e zone la plus dense en Europe, après Carnac, en Bretagne. Alors là, il y en a quelques-uns, et là, en fait, je passe sur une partie, on va dire, sur une zone de plusieurs kilomètres carrés, il y en a un peu partout. Alors que celui-là, il va faire 1m60. 1m60, une tonne ou deux. Mais il y en a des beaucoup plus lourds. Ils font jusqu'à entre 3 et 6 mètres, ça peut peser jusqu'à une dizaine de tonnes. Et ils datent de la fin de l'ère de la pierre polie en arrivant sur l'âge du bronze.
Bref, pour ceux qui sont pas super doués en histoire, c'est 3000, 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait 5000 ans que les caillasses elles sont là. Et moi ce qui me surprend toujours, c'est qu'elles soient toujours là. Dans leur grande majorité, et qu'il n'y ait personne qui s'est dit tiens, on va dégager ces trucs là, ils nous font chier avec leurs pierres là. Certainement qu'il y a toujours ce reste de sentiment un peu religieux, ce sens du sacré, et puis simplement le sens pratique de c'est chiant de bouger une pierre qui fait 2 tonnes quoi. Déjà que tu t'emmerdes pour monter jusque là-haut pour la voir. Alors c'est en plus faut monter les outils, la couper en morceaux pour la dégager, et qu'en plus on n'a aucune utilité de couper la pierre en 2. Bon bah au final tu la laisses et ça fait 5000 ans qu'elle est là. Voilà. Donc je vais en revoir d'autres normalement. Et juste avant d'arriver à mon point de pour la nuit. Donc je ressortirai le téléphone à ce moment-là parce que normalement elles sont plus grandes. Donc on fera un petit point à ce moment-là. Bon, je vous avais promis des menhirs. Des vrais, des beaux, des grands, des trucs dignes d'Obélix. Tadam! Voilà, celui-là il doit faire 2,50 m, en tout cas la partie émergée. Putain. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Est-ce que c'est des points géodésiques? Est-ce que ça correspond à quelque chose pour rappeler les esprits, pour canaliser les énergies de l'univers? J'en sais rien, mais pourquoi là? Pourquoi pas là? Pourquoi là et pas là? Ah, c'est vrai quoi. Mon esprit rationnel d'homme du 21e siècle veut comprendre. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi des mecs il y a 5000 ans ils connaissaient pas les RTT, la 4G, le téléphone portable et touchent pas à mon poste. Et pourquoi ils ont fait ça? Alors je veux bien qu'ils aient fou en quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce truc là? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors en même temps ça a de la gueule, hein, franchement. Bon c'est un peu phallique. Mais ça doit bien canaliser quelque chose quoi. Je veux dire on dirait des antennes. Des antennes telluriques. J'avoue que je serais tailleur de pierre, je serais un peu facétieux, je prendrais un marteau et un burin et franchement je lui donnerais une... Parce qu'on parle d'érection de dolmen et de menhir. Alors tant qu'à aller jusqu'au bout de l'idée, faut lui faire un gland quoi. Que ça ressemble vraiment à quelque chose. Ah mais c'est vrai quoi. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être mon humour tordu. Allez, normalement on monte là et on va arriver sur la fage et il devrait y en avoir d'autres normalement des menhirs comme ça. Donc on va bien voir ce qui se passe. Allez, suite de... Putain, je savais que j'allais en chier aujourd'hui au niveau de la montée. Oh mon dieu. Par contre, un truc qui est cool, vous allez voir, c'est la vue. Vous prenez plein les yeux, enfin, surtout moi. Voilà, on se retourne. Niveau perspective, je pense qu'on est bien. Hein? Moi qui vis dans la Beauce, franchement, c'est l'équivalent de la Belgique, quoi. C'est le plat pays avec que des champs. Et c'est tout plat. Là, je suis servi. Bon, par contre, l'inconvénient ici, c'est que rien n'est plat, t'as aucune ligne droite. Donc en bagnole, tu peux dire, ouais, c'est à 10 km, c'est à 45 minutes. Même en bagnole. Parce que tu passes ton temps à faire que de la seconde et de la troisième, et puis c'est tout. Alors que chez moi, à 10 km, tu le fais en 5 minutes, quoi. Mais c'est moche. Ici, c'est long, mais c'est beau. C'est beau. Je reprends un peu mon souffle et puis je continue. Je repensais à mes conneries là d'il y a une demi-heure quand je parlais de tailler le menhir en forme de pénis. Ouais, ça se trouve, ça entraînerait des
des trucs un peu particuliers, je sais pas, il y aurait peut-être des rassemblements de femmes qui viendraient se frotter contre en appelant le dieu de la fertilité. Je sais pas, tu sais, des nanas qui sont dans un parcours de PMA, fécondation in vitro, peut-être que ça leur ferait du bien, j'en sais rien. Et ça me sérieusement, ça me rappelle tout simplement le principe masculin dans le bouddhisme, ce qu'on appelle le lingwam, qui très clairement, c'est un pénis un petit peu stylisé, mais enfin il n'y a pas vraiment d'équivoque, quoi. Et ils ont l'équivalent féminin, qui du coup, comme souvent dans les principes féminins, est plus passif, réceptif, mais tout autant créateur que le principe masculin, parce que on a besoin des deux. Ça s'appelle le yoni. Et parfois on voit les deux ensemble, le yoni et le lingwam dessus. Et ça me fait toujours penser à ces instruments qu'on peut pas utiliser l'un sans l'autre, du style le pilon et le mortier. Voilà, le pilon, c'est le principe actif, puisque c'est lui qui est en mouvement dans le pilon, mais dans le mortier, c'est lui qui écrase le grain, les épices ou ce que vous voulez, mais il peut pas les écraser tout seul. C'est qu'il y a son action sur le dessus, mais l'action du dessous, du soutien, c'est le principe féminin du mortier, qui lui aussi est creux, qui est... Voilà. Bon, là c'est un micro-pénis. Voilà, un micro-média. Je disais, voilà, il y a toujours ce principe de réception, mais de réception nécessaire. Qu'on retrouve aussi par exemple chez les forgerons, avec le marteau et l'enclume. Une enclume toute seule, bah tu fais rien. Bon, un marteau tu peux enfoncer des clous, mais si tu veux forger un couteau, une hache, n'importe quoi, tu as besoin d'une enclume. Et en fait, on forge en tapant avec le marteau, mais l'action de l'enclume, c'est qu'elle contreforge dans l'autre sens, de façon équivalente au coup de marteau que vous donnez dessus. Et j'aime bien ces trucs-là, ces choses où on a ces outils-là, et on a besoin de l'un comme de l'autre. On ne peut pas s'en passer. C'est le principe du yin et du yang en fait. Les deux sont entremêlés. On ne peut pas les défaire, sinon on perd le sens. Ça n'a plus d'utilité. Et ça fait un peu écho au blabla que j'avais eu sur la perte de sens, les histoires d'identification de genre, ces trucs-là. Au final, ça participe à la même chose. C'est qu'il n'y a plus cette idée-là. Il n'y a plus cette idée de... C'est comme si le masculin était transformé en démon, et qu'au final le féminin aussi, enfin, ni l'un ni l'autre ne le sont en fait. C'est comme ça, c'est la nature. Encore comme hier, et vous pensez vraiment que la nature elle s'est fait chier à créer un sexe masculin et un sexe féminin pour rien, hein? C'est une fois de plus ces deux principes qui sont diamétralement opposés mais nécessaires. Dans le principe féminin, au niveau de la reproduction, bah les femmes, les femelles, que ce soit les humaines ou chez les animaux, bah, même dans la nature, dans les plantes, elles ont leurs règles. Elles produisent une seule grosse cellule tous les mois, de façon périodique. Parce que bon, les femmes c'est plus fréquent dans les autres, chez les autres espèces, mais c'est une seule cellule, grosse, immobile, et qui demande beaucoup d'énergie. Le masculin c'est l'inverse. C'est plein de petites cellules, très nombreuses et très mobiles. C'est-à-dire, grosse cellule, petite cellule, cellule unique, cellule multiple, immobile, très mobile. Mortier, pilon, enclume, marteau, yoni, lingwam. On les retrouve partout. Vous pouvez chercher comme vous voulez, en fait, ils sont là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de sortir un petit peu de la vie plan-plan sédentaire qu'on nous propose à longueur de temps. Et de juste expérimenter les choses. Vous voyez qu'en fait, il y a des lectures à plusieurs niveaux qui se font quand on observe, et en fait, bah ça aussi c'est un peu poétique. Je trouve ça beau en fait, parce qu'on peut dire ouais c'est super compliqué la nature, non, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste très pragmatique, puisqu'encore une fois, les règles c'est survie et reproduis-toi.
ben c'est pareil. Et en fait, par exemple, au niveau des stratégies sexuelles de reproduction, c'est pour ça que les femmes et les hommes, les mâles et les femelles, dans toutes les espèces, ont des comportements aussi différents. Au niveau de la recherche. Allez, c'est la soirée tranquille, soirée tout seul. On est à la Fage, un tout petit hameau du milieu de la Lozère, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur pour vous rappeler ce que c'était que la vie en 1800-1850. Là sur le fronton, je sais pas si c'était une maison ou une entrée d'étable, je sais pas, mais on le voit pas du tout parce qu'il faut vraiment le regarder. Et lorsque le soleil est rasant, on le voit bien, mais c'est 1817. Donc c'est pas hier. Ça fait plus de 2 siècles. Et il y a pas mal de petits trucs sympas qu'on voit assez rarement maintenant, et qui composaient beaucoup de villages, que ce soit en Lozère ou un petit peu ailleurs. Moi j'en ai vu en Aubrac, des choses comme ça, j'en ai vu dans plein d'autres départements. Bon, la petite c'est juste une cloche. Parce qu'il n'y a pas d'église ici, la paroisse la plus proche est à 14 km, donc je pense que le curé avait autre chose à faire que de se taper 28 km pour faire une messe. Et elle a été fêlée un jour de gel, parce que les enfants se sont amusés à tirer dessus, et vu que c'est froid, le métal quand c'est froid ça casse. Donc elle a été fêlée et ils l'ont réparée il y a peut-être 30 ans. On voit encore, alors là on ne voit pas, moi je la vois, on voit la fissure en fait qu'ils ont ressoudée. En bronze, bien entendu. Donc il y a ça d'intéressant. Il y a le four là, le four ici, là. Mais on rentrera dedans après. Ce qu'on appelle un four banal. Alors pas parce qu'il est banal, genre c'est du tout venant, mais parce qu'en fait c'est simplement l'adjectif qui vient du mot ban, B-A-N. Le ban c'était une taxe, comme la taille, la gabelle, qu'on payait au seigneur du coin. Sorte de droit de péage. Et cette chose-là, ce truc bizarre là, certainement pas savoir ce que c'est, ça s'appelle un ferrado. C'est un métier à ferrer les bœufs. En gros, quel est le coût du bœuf ici? On le liait avec ça, alors doucement pour pas qu'il bouge trop. Avec les crochets, on mettait des cordes ou éventuellement des chaînes sous le ventre de l'animal pour pas qu'il bouge pendant qu'on le ferrait. On le maintenait immobile et on le ferrait comme on fait un cheval. Pas plus compliqué que ça. Bah oui, les chevaux, les bœufs servaient à beaucoup de choses à cette époque-là. Donc ils utilisaient, comme souvent le bon sens paysan le fait, ils utilisent une seule chose pour faire plusieurs choses. Et on va donc aller faire un tour dans le four. Alors vous allez voir, ça vaut le détour parce qu'ils l'ont transformé en point d'information, c'est assez rigolo. Et je l'avais vu ça aussi tout à l'heure, avant les menhirs. Il y a des petits trucs, des petits points d'information. Alors je sais pas s'ils le font encore fonctionner puisqu'il y a du bois. Et donc, voilà, l'intérieur, on chauffe là-dedans, l'air chaud s'accumule, il laisse la porte ouverte. Et avec les traces dessus, on voit que la fumée remonte, hop, pour s'échapper là-dedans, et de ce côté-là, ce qui fait un peu de lumière aussi. Et il y a de la suie partout à l'intérieur, parce qu'en fait c'était complètement enfumé. Il fallait garder la chaleur à l'intérieur du four pour cuire. Et ça se retrouve dans tous les fours banaux que j'ai pu voir. C'est toujours le même fonctionnement. Et de façon assez surprenante, c'est ce qu'ils disent dans les petites plaquettes d'information là-haut, c'est que la plupart des villageois venaient une seule fois par mois pour faire leur pain. On a l'air malin, nous, avec nos baguettes qui tiennent 3 jours lorsqu'il fait temps sec. Eux, ça tient 1 mois. On en a fait du mal à nos grains en faisant des croisements, des recroisements, en appauvrissant les anciennes variétés qu'on avait. Ils faisaient des miches de pain qui tenaient 1 mois, bordel. 10 fois plus longtemps qu'aujourd'hui, quoi. Et après, on va dire c'était mieux avant, c'est mieux. On a juste qu'on a la preuve qu'il y a quand même certains trucs qui tenaient mieux la route, quoi. Et, bien entendu, il y a le religieux, il y a le miam-miam, il y a les animaux, mais ce serait pas complet
sur l'abreuvoir et le lavoir. Alors là, je sais pas si on va le voir, mais en fait, le flux d'eau n'est pas constant. Voilà. Parce qu'il est directement pris sur une source. Donc en fait, ça vient pas de façon constante. Ça fait des allées, des flux, des reflux. Encore sur le GR20, ça fait la même chose. Quand il y a des sources qui sont captées, le flux n'est pas constant. Alors moi, l'eau, j'en ai bu. Bien entendu, elle a été filtrée, hein, comme le filtre que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est marqué, hein, eau non contrôlée. Bon, on verra demain ou après-demain si je suis mort. Normalement, ça devrait aller, hein, c'est des charbons actifs. Je peux boire à peu près tout et n'importe quoi, même de l'eau d'une flaque. Je devrais pas mourir. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Parce que, bizarrement, c'était une petite étape, mais ça m'a un peu fatigué. Mais il est super mignon ce village, quoi. On dirait des maisons de Schtroumpf. C'est vraiment chouette, quoi. Voilà ce que c'est la Lozère. C'est tranquille. Bon, ça c'est pas des dolmens, hein, c'est juste pour faire beau. C'est juste le pas de la porte. Ça devait servir de portail, il devait y avoir du bois et... Bon, il n'y a pas de gonds, mais il devait mettre des barrières, je pense. Et puis en fond, bah, toujours la Lozère, quoi. Tiens. C'est pas souvent que j'en vois des comme ça. De la luzerne blanche. En général, c'est plutôt violet. Ah si, elle est un petit peu violette. Ça, c'est le chemin que je devrais prendre normalement demain pour quitter le village et aller vers le Bémar. Là. Ultria, toujours tout droit. C'est par là. Voilà. Et ben je vous souhaite tous une bonne soirée et à plus tard. Bonsoir tout le monde.